De nouveaux ennuis pour Michel Noir après l'affaire Botton. La justice demande maintenant la levée de son immunité parlementaire pour placer le député maire de Lyon sous contrôle judiciaire et éventuellement le mettre en examen. La justice lui reproche d'avoir utilisé à des fins électorales des fonds d'environ 7 millions de francs transitant par des associations municipales. Michel Noir crie au complot et jure de son innocence. Il s'en expliquera en direct avec nous dans ce journal dans quelques minutes. La campagne pour les élections cantonales avec ce soir Brice Lalonde pour la première fois candidat à Dinard et le Tour de France de Jean-Marie Le Pen en soutien aux candidats du Front National. En Israël, alors que les colons manifestent à Tel Aviv ce soir, visite hautement symbolique cet après-midi de 4 représentants du Fatah à la Knesset, le Parlement israélien. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de plonger dans les affaires lyonnaises, je vous propose de prendre de l'altitude pour saluer l'exploit de l'alpiniste Marc Battard. Ce guide de haute montagne de 41 ans a ouvert aujourd'hui une nouvelle voie en solitaire hivernale dans la face ouest du Petit Dru, dans le massif du Mont Blanc. Commentaire François Brabant. Directissime américaine et la directissime française, il y aura la troisième voie des Drus, la directissime Marc Battard. Cette troisième voie fait 600 mètres de long, c'est la plus raide du massif et personne ne l'avait empruntée avant lui. Marc Battard en est venu à bout à 13 h aujourd'hui, c'était sa deuxième tentative, c'était la bonne, mais c'était juste. J'étais sur le point de perdre complètement le moral, tellement j'étais très mal. Samedi matin à 3 h du matin, j'ai eu une pierre qui a atteint ma tente et mes pieds, sans gravité aux pieds, mais ça a été vraiment quelque chose qui a déclenché un cauchemar et ma motivation et mon moral étaient tombés à zéro. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez repris moral alors ? En fait, il y a différentes choses. J'ai des amis, grâce au téléphone, j'ai certains amis au bout du fil. Mais en fait, ça, c'était pas le principal. Le principal, c'est que malheureusement, la situation où j'étais dans la paroi, j'étais dans un endroit où pratiquement aucun sauvetage n'est permis. La seule solution, c'était de redescendre et il était peut-être encore plus difficile de redescendre que de monter. Et en fait, en étant obligé de remonter, hier, avec le beau temps, le moral est revenu. Bref, un exploit logique, quand on ne peut pas descendre, il n'y a plus qu'à monter. Marc Battard sortira au sommet des Drus demain dans la journée et comme à ce moment-là il ne pourra pas faire autrement que de redescendre, on devrait le retrouver sans problème demain soir à Chamonix. Michel Noir à nouveau dans la tourmente, déjà mis en cause dans l'affaire Botton. Le maire de Lyon est en effet directement sous les feux de la justice avec cette fois une demande transmise par la chancellerie au bureau de l'Assemblée nationale de la levée de son immunité parlementaire aux fins de contrôle judiciaire. Si cette levée d'immunité est acceptée, Michel Noir pourrait être prochainement mis en examen. On lui reproche d'avoir utilisé à des fins électorales, voire personnelles, des fonds d'environ 7 millions de francs, des fonds qui ont transité dans des comptes d'associations municipales lyonnaises. Michel Noir, je vous le disais en titre, crie au complot, dénonce cet acte d'humiliation délibéré. Dans un instant, nous entendrons ses explications. Tout de suite, un rappel de ce dossier en compagnie de Philippe Boisserie. Devant la presse, Michel Noir a tenté de contrer ce qu'il appelle la chronique d'un assassinat programmé. Car l'information judiciaire, ouverte par le juge Courroy le 14 octobre dernier contre X, ressemble bien de plus en plus à une information contre N, comme Noir. Au cœur de l'affaire, des subventions accordées de 1989 à 92 par le conseil municipal de Lyon à tous les groupes politiques. But, couvrir leurs frais de fonctionnement. À cette fin, Ensemble Lyon, le groupe de Michel Noir, a perçu près de 7 millions de francs. À quoi ont-ils servi? C'est bien là tout le problème. Selon l'Express, un rapport du parquet général parlerait de quelques 5 millions de francs qui auraient en fait transité vers d'autres associations beaucoup plus proches de Michel Noir. En fait, les rouages de ses campagnes électorales. Pressentant le danger, Michel Noir avait demandé sa mise en examen la semaine dernière. Le juge Courroy l'a entendu, mais coup d'éclat, souhaite la sortir d'un contrôle judiciaire. Crac, on annonce contrôle judiciaire. Alors les gens se disent, enfin quand même, contrôle judiciaire, c'est donc qu'il y a bien quelque chose. Ben non. Tout ça est tout à fait révoltant dans la méthode et n'a pas grand-chose à voir, de mon point de vue, avec le fonctionnement serein de la justice. Dès demain, le bureau de l'Assemblée nationale va donc statuer sur ce dossier transmis avec célérité par le ministère de la Justice. Sa réponse pourrait fort ressembler à celle envisagée quelques mois plus tôt pour Bernard Tapie. L'immunité parlementaire n'a pas besoin d'être levée pour un contrôle judiciaire. Une réponse qui donnerait toute latitude au juge d'instruction.
En tout cas, c'est demain matin que le bureau de l'Assemblée nationale devrait examiner cette requête en main levée de l'immunité parlementaire de Michel Noir, aux fins, on l'a dit, de placement sous contrôle judiciaire du député maire de Lyon. Réaction aujourd'hui de Jean-Marie Le Pen. Je trouve scandaleux que Michel Noir n'ait pas eu la pudeur de démissionner de ses mandats par égard pour ses électeurs et pour pouvoir se défendre. Quant au président du groupe socialiste du conseil municipal de Lyon, il refuse de servir de témoin de moralité à Michel Noir. Comment réagit-on entre Saône et Rhône? Reportage de notre correspondante Françoise Vallée. Lyon, fier de son maire, Michel Noir, l'ancien ministre, règne sur la ville, c'était en 1989. Depuis, les affaires sont venues ternir l'image d'un homme qui se faisait volontiers défenseur de la morale. Aujourd'hui, les Lyonnais se posent des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une magouille derrière pour le faire partir? Est-ce qu'il y a déjà eu du scandale avec son gendre? On n'en finit plus avec ce scandale-là. On se demande au niveau politique ce que ça va devenir sur Lyon avec ce problème-là. C'est un problème inquiétant. Je crois que vu ce qui s'est passé, on ne peut pas lui faire confiance. Pas possible. On ne peut pas dire comme ça, quand quelqu'un a détourné des fonds, on ne peut pas dire ah bah, j'ai confiance en cette personne, c'est pas possible maintenant. C'est plus possible. On verra la suite. Hein. De toute façon, s'il y a quelque chose, ma foi que la justice soit faite et c'est tout. Hein. Moi, je peux voir comme ça pour n'importe qui. Réaction bien lyonnaise, l'ancien maire déplore le tapage médiatique qu'engendrent ces affaires. Mais je suis là quand même pour défendre ma ville, tout simplement. Je crois qu'on accuse trop. Est-ce que c'est la ville de Lyon qui est visée ou Michel Noir? J'ai l'impression que c'est la ville de Lyon. Il ne reste plus qu'aux Lyonnais à laisser la justice trancher sur cette question. Michel Noir, bonsoir. La justice insinue donc que vous avez payé tout ou partie de dépenses électorales, voire personnelles, avec l'argent des contribuables lyonnais. Alors, question directe, est-ce que ce soir, vous pouvez affirmer que vous n'avez rien à vous reprocher? Tout à fait, et je trouve que cette affaire est d'une exceptionnelle gravité, parce que nous apprenons par la presse et par la diffusion d'un rapport du parquet, auquel personne n'aura jamais accès, puisque ce n'est pas l'instruction. Nous apprenons qu'un magistrat aurait été capable d'écrire, j'allais dire de la main droite, prenons une image, que ces subventions aux formations d'élus du conseil municipal auraient été décidées sans délibération. Ceci est faux, la délibération la voilà. Comment un magistrat a-t-il pu écrire ceci? Deuxième accusation, on dit, s'agissant du groupe auquel j'appartiens, Ensemble Lyon, je ne sais pas si on le dira des autres groupes, socialistes ou UDF, on dit ces subventions ont été utilisées en dehors de l'objet. Or, le magistrat qui écrit ceci avait pourtant à sa disposition une pièce affirmant le contraire, qui précisait pourquoi serait utilisé cet argent, à quoi serait utilisé cet argent, pour demander des prestations de secrétaire, d'équipement, de locaux à deux formations politiques sur lesquelles s'adossait, le RPR, puis Nouvelle Démocratie. J'observe d'ailleurs que la même chose a existé pour, M. Ménieri il faudrait peut-être bien de s'en soucier, pour les autres formations politiques. J'ai le document ici. Donc, on ne va pas refaire l'instruction. Hein. Non, mais il n'y avait pas d'instruction. Oui. Donc, ouais, je veux dire, c'est tout à fait inimaginable. Voilà un document qui sort dans un journal, ce qui est déjà proprement scandaleux, car ce n'est pas l'histoire du secret de l'instruction, c'est un document interne à la justice, qui affirme des accusations qui sont strictement contraires. Alors, comment un magistrat peut écrire, et c'est ça qui est gravissime. Précisément, Michel Noir, vous avez tenu une conférence de presse ce matin, cet après-midi à Lyon. Vous parlez d'affaires d'État et de complot. Alors moi, je voudrais vous poser très précisément la question. Qui mène ce complot? Est-ce que c'est le garde des Sceaux, Pierre Ménieri? On ne peut pas dire que la chancellerie ait fait réellement obstacle à la demande de levée de votre immunité parlementaire. Alors, je crois que, de toute évidence, il y a un magistrat à la chancellerie, appelons-le Monsieur X, qui, de toute évidence, pilote ceci. Et couvert par son ministre? Si l'on entend ce que disent les magistrats de Lyon. Alors, est-ce qu'il faut accuser M. Ménieri de couvrir ceci? Je le crains. Un magistrat se livre à ce qui est... Je dirais que ça s'appelle forfaiture, puisqu'on écrit, on réécrit à deux mains des accusations qui sont contraires aux pièges justificatifs contenus dans un dossier, en faisant semblant de les ignorer. Et ensuite, on balance ça à la presse, il n'y a pas d'autre expression, et c'est définitif, c'est une arme nucléaire. C'est comme l'effet, en quelque sorte, de brouillard que l'on veut créer aujourd'hui en disant... demande de lever d'immunité parlementaire, ça c'est l'accusation définitive, ça. C'est la pré-condamnation. Alors que la semaine dernière,
précisément, j'avais demandé une enquête au garde des Sceaux en disant où s'est produit la falsification du document, du rapport général, et 60 élus tout de même de Lyon ont demandé leur mise en examen, puis c'est la seule voie de droit pour accéder à un dossier. Michel Noir, est-ce que vous incrimineriez également quelqu'un comme, sur le plan politique, comme Jacques Chirac, qui n'a peut-être pas digéré l'opération Cadra? Non, je n'irai pas jusque-là. L'année dernière, quand vous dites complot, nous on veut savoir tout simplement de toute à qui vous évidence, pensez. Ça a trompé personne en France ou à Lyon. L'année dernière, de toute évidence, il y a eu une première séquence d'une chronique de l'assassinat programmé aux législatives, puisque on m'a impliqué dans une affaire à 10 jours d'un scrutin. Bon, ça a échoué, heureusement. Et depuis l'été dernier, d'ailleurs, on s'ennuyait, puisque depuis l'été dernier, l'instruction a montré que ces accusations étaient non fondées, ce qui explique d'ailleurs que dès le mois de septembre, je demandais un non-lieu. Donc, il fallait bien trouver autre chose. Alors, comment ressentez-vous cette demande de contrôle judiciaire qui est effectivement assez humiliante? On a peur que vous quittiez le territoire français, comme certains députés maires de grandes villes, pas très loin. Seul l'éclat de rire peut répondre à ça. Cette demande de contrôle judiciaire, c'est un acte médiatique et non pas un acte juridique. Il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. Surtout qu'en plus, nous ne sommes pas en session. Donc, un juge pourrait demain matin, et le plus tôt sera le mieux, puis je l'ai demandé il y a 8 jours, me mettre en examen. Donc il n'a pas besoin de ceci. Et cela d'autant plus que dans le précédent, il y a quelques mois, le bureau de l'Assemblée a dit, mais pour le contrôle judiciaire, vous n'avez pas du tout besoin de nous consulter. Donc je dirais c'est un acte médiatique qui est une arme nucléaire, hein, parce que ça vaut accusation publique. Précisément, si jamais vous deviez être mis en examen, est-ce que vous feriez, comme par exemple l'a fait François Léotard, est-ce que vous démissionneriez de vos mandats publics pour pouvoir être libre totalement de votre défense? Non, mais moi j'ai à travailler 15 heures par jour à Lyon, je souhaite continuer ce travail et je souhaite continuer à défendre bien sûr mon honneur, parce que je défendrai toujours pour ma famille et pour le nom que je porte, l'honneur qui est le mien. Et vous savez, si vous me voyez aujourd'hui ici venu accusé et non pas en ressentant en quelque sorte que je suis accusé, c'est parce que je ne suis pas du tout décidé à me laisser faire. Je dis que c'était une affaire, d'État, qui dépasse largement ma personne, dysfonctionnement gravissime de la justice, et 2, je dis que ça suffit. C'est le 3e tir, le 3e missile, je suis costaud, et en tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas du tout décidé à me laisser faire. Merci beaucoup, Michel Noir. Un élément nouveau maintenant dans une autre enquête, l'enquête sur le meurtre de Yann Pia. Selon le quotidien à Nice Matin, un homme de 23 ans aurait déclaré en août dernier à des gendarmes avoir été contacté pour un contrat visant une haute personnalité hiéroise. Tout de suite, le point de cette enquête difficile avec notre envoyé spécial, Michel Fine. C'est le dernier rebondissement médiatique de l'enquête. Il fait la une de notre confrère Nice Matin. Selon le quotidien, l'affaire remonte à août 93, lorsque les gendarmes de Brignoles, dans le Var, arrêtent une connaissance d'Epifanio Pericolo, un dénommé Éric Joannel. L'homme leur aurait expliqué qu'il venait d'être contacté par un inconnu pour exécuter un contrat. À en croire ses propos, rapportés aujourd'hui par Nice Matin, il s'agissait de piloter une moto. La personne visée était une haute personnalité hiéroise, mais l'affaire aurait tourné court. À l'époque, la gendarmerie de Brignoles n'a pas pris ses déclarations très au sérieux, mais après le meurtre de Yann Pia, elle a alerté la PJ de Toulon. Aujourd'hui, Éric Joannel dément catégoriquement avoir tenu de tels propos. J'ai jamais été contacté pour effectuer quelque contrat que ce soit. Personne ne vous a parlé jamais d'un contrat? Personne ne m'a jamais parlé d'un contrat ou de quoi que ce soit. Moi, je vous dis, je travaillais dans une auberge, j'étais barman. Monsieur Pericolo, je le connaissais parce que j'allais manger dans son restaurant, qui fait des très bonnes pizzas d'ailleurs. C'est tout. M'attraper avec des armes, c'est la seule connerie que j'aime reprocher. C'est tout. Pour les services de police, Éric Joannel n'est pas un inconnu. Lorsqu'ils l'ont arrêté en août 93, les gendarmes ont trouvé des armes, des explosifs et surtout un détonateur du même type que celui qui avait été utilisé lors d'un attentat contre une entreprise toulonnaise, Euroviande. Interrogé par les gendarmes, Éric Joannel avait livré le nom du commanditaire de l'attentat, celui en tout cas qu'il présentait comme tel, Epifanio Pericolo. L'affaire Valenciennes-OM suite mais pas fin, avec l'audition pendant près de 3 heures aujourd'hui par le juge Béfi du principal témoin à charge, l'ex-joueur marseillais Jean-Jacques Edli. Sur place pour France 2, Benoît Gadré. On ne l'avait pas vu depuis le mois de juillet, époque où il se cachait dans les coffres de voitures de police pour éviter les journalistes. Jean-Jacques Edli est donc réapparu ce matin à Valenciennes en compagnie de sa femme. Le cheveu court, le visage plus creux, l'ex-joueur marseillais semble encore aujourd'hui accuser le coup,
8 mois après avoir reconnu son rôle d'intermédiaire dans l'affaire de corruption. Jean-Jacques Edli vit reclus chez ses parents à Angoulême avec sa famille. L'ex-milieu de terrain de l'OM touchait un salaire de star. Il serait aujourd'hui inscrit aux assédiques. Le juge Béfi voulait donc l'entendre aujourd'hui sur un élément nouveau. La découverte de ses empreintes au domicile d'André-Noël Philippédu, restaurateur corse soupçonné d'avoir le 17 juin 1993 conduit Boro Primorac chez Bernard Tapie. C'est la fameuse affaire de subornation de témoins. Au juge, Edli aurait affirmé aujourd'hui ne pas connaître Philippédu. Quel rapport entre les deux hommes, entre les deux volets de l'affaire? Après 2 heures d'audition, sans faire de commentaires, Jean-Jacques Edli a repris la route d'Angoulême, emportant avec lui une partie du mystère. J'ajoute que le nouveau président de la Fédération française de football, Claude Simonet, a confirmé aujourd'hui qu'une décision définitive sur le plan sportif serait prise avant le 31 mai dans le cadre de cette affaire. La politique française, Brice Lalonde, souhaite une dissolution immédiate de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives à la proportionnelle. Déclaration faite aujourd'hui en Bretagne où le président du mouvement Génération Écologie mène actuellement campagne pour tenter de conquérir le canton de Dinard alors qu'il est en difficulté au sein de son propre parti. Reportage Jérôme Catala, Patrick Deschmaker. Il est comme ça, Brice Lalonde. Toujours prêt à discuter longuement avec une troupe de scouts écolos, même pas électeurs. Toujours prêt pour une nouvelle expérience électorale, cette fois dans le canton de Dinard, en Ille-et-Vilaine. Le président de Génération Écologie parie sur sa notoriété, mais aussi sur la réputation de sa famille, connue ici depuis longtemps. Car un conseiller général, c'est d'abord un notable. Et là, les adversaires de Brice Lalonde ont nettement l'avantage. Marius Mallet, par exemple, issu du Parti républicain, maire de Dinard depuis 5 ans, il possède la plus grande pharmacie de la ville, de solides références locales. Monsieur Brice Lalonde, d'ailleurs, pour quelqu'un qui fait peur à qui que ce soit, c'est un homme sympathique. Je le trouve même très télégénique. C'est comme ça d'ailleurs que je le connais, puisqu'il ne vient que de temps en temps dans notre région. Même angle d'attaque pour les autres candidats, presque tous maires ou conseillers municipaux des communes du canton, comme le socialiste Daniel Billot, adjoint au maire de Dinard, qui feint de s'interroger lui aussi sur la présence de l'ancien ministre de l'Environnement. Bon, il est là, on se demande un peu pourquoi. Certainement qu'il cherche une base électorale pour se relancer, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait quelques petits problèmes en ce moment. Et c'est vrai que Brice Lalonde est aujourd'hui dans une position particulièrement délicate. Soupçonné de baladurisme au sein de son propre mouvement, son image reste un peu floue. Lui voudrait seulement prendre un peu de recul. On n'a pas envie de politique politicienne ici. Ici, vous allez voir les communes, vous voyez des alliances inouïes. Personne ne comprend, et d'ailleurs parce que c'est pas le problème. Ici, là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les personnes âgées, qu'est-ce qu'on fait pour remplacer le boucher qui s'en va, et du coup, il n'y aura pas de boucherie, comment on va faire? C'est ça les questions ici. Bref, Brice Lalonde redécouvre la politique près de chez vous et cherche une nouvelle légitimité avant une autre bataille électorale qui s'annonce plutôt rude, celle des européennes. Jean-Marie Le Pen, lui, n'est pas candidat, mais depuis plusieurs semaines, le président du Front National effectue une sorte de tour de France pour soutenir les candidats de son mouvement et regonfler le moral des troupes. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Frédéric Delarue. Je passe la consigne. La consigne au Front National pour les cantonales, c'est que tout soit en ordre. Présidentielle, non? En ordre de bataille électorale, 4 départements par jour pour Jean-Marie Le Pen, campagne en chantant. Et quand il ne chante pas dans les avions, Jean-Marie Le Pen parle, à ses militants d'abord, et à ses 1900 candidats. C'est le premier enjeu de sa campagne, interne au mouvement, mobilisé malgré un scrutin majoritaire peu favorable. Il faut bien entretenir le moral des troupes, à coups de photos de famille, de petits cadeaux, d'autographes et de discours anti-baladure sur la situation économique. Et le Premier ministre même la symbolise en disant « Je vois là-bas, à l'horizon, dans le flou de l'avenir, je vois un petit clignotant qui me rassure. » Non, monsieur le Premier ministre, j'en viens, c'est le SAMU qui... C'est pas la reprise. Depuis janvier, le scénario s'est rodé. Décor monté et démonté à chaque étape, Jean-Marie Le Pen continue à parler. Marathon pour plusieurs campagnes, d'un département à l'autre, le président du Front National a engagé sa propre course électorale. C'est pas un entraînement,
c'est que je pense que toute consultation est importante, y compris les élections locales. Mais je crois que la victoire et le changement vont se construire par un effort permanent qui devra durer plus d'1 an. C'est le deuxième enjeu des cantonales pour le Front National, préparer les élections européennes et présidentielles, ce qui vaut bien de prendre quelques garanties. Très joli. Voilà. Super. À l'étranger, toujours la terreur politique en Algérie. On l'a appris seulement aujourd'hui. 3 civils, dont un directeur d'école, ont été assassinés samedi par des islamistes. Des kéfiers parmi les kippas, événement hautement symbolique ce matin à Jérusalem, avec la première invitation officielle faite par le groupe travailliste à 4 responsables du Fatah à se rendre à la Knesset, le Parlement israélien. Bernard Lebrun. Sur l'esplanade de la Knesset, 4 Palestiniens, libres, extraordinaires visiteurs, 4 membres du Fatah de Yasser Arafat en visite officielle au Parlement. Celui-là parle même l'hébreu, langue qu'il a eu le temps d'apprendre dans les geôles israéliennes. Hier terroriste, aujourd'hui homme politique respecté, Hicham Abdul Rehad a passé 19 ans en prison pour un attentat à la voiture piégée à Tel Aviv. Avec 3 de ses compatriotes, ils ont été reçus par le groupe du Parti travailliste, parti de Yitzhak Rabin, le Premier ministre. Yael Dayan, la fille de feu le général Moshe Dayan, a même prôné devant eux le départ des colons du centre d'Hébron. Parole d'apaisement pour encourager la reprise des négociations. Autre ton dans l'hémicycle. Sur les bancs des partis de droite, on crie au scandale. On reçoit des Palestiniens, on emprisonne les colons, honte à Rabin. Des membres du Fatah à la Knesset, qui plus est d'anciens condamnés pour terrorisme, on n'avait jamais vu cela. Mais ces visiteurs arabes, contrairement au président Sadat en 1977, sont repartis sans avoir eu accès à la tribune du Parlement israélien. Il y a 10 jours, la gauche israélienne organisait à Tel Aviv une grande manifestation pour dénoncer les violences extrémistes de certains colons juifs après la tuerie d'Hébron. Ce soir, ce sont les colons qui manifestent. Reportage de notre correspondant Charles Anderlin. C'est la manifestation la plus importante organisée par la droite et l'extrême droite depuis l'accord israélo-palestinien en septembre dernier. Des dizaines de milliers de militants venus d'Israël et surtout des implantations de Cisjordanie et de Gaza sont venus proclamer leur soutien aux colons juifs et leur opposition au processus de paix. Sur ce portrait de Rabin, l'inscription en hébreu veut dire « le menteur ». Il faut faire des implantations dans tout notre pays et ne surtout pas continuer à parler d'une paix qui n'est pas du tout réelle. C'est une paix uniquement pour des gens qui rêvent. Et il y a beaucoup de gens actuellement qui rêvent et nous on ne fait pas partie de ces gens. Un tel rassemblement est pour la police l'occasion de ratisser dans les milieux extrémistes. À 19 h, il y avait déjà 7 arrestations. Les responsables de l'ordre craignent des affrontements en fin de soirée lorsque les manifestants tenteront de marcher vers le ministère de la Défense. Mais jusqu'à présent, les choses se déroulent dans le calme. Benyamin Netanyahou, le leader de la droite nationaliste, le Likoud, a répété qu'il ne fallait en aucun cas évacuer les colons d'Hébron. Les organisateurs savent que les images de cette manifestation parviendront à Yitzhak Rabin, qui se trouve à Washington, où avec le président des États-Unis, il prépare la reprise du processus de paix au Proche-Orient. Le général Jean Cotte a fait un ultime petit clin d'œil à ses troupes en quittant tout à l'heure Ankalesh, le quartier général des forces de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie, qu'il a dirigé pendant 8 mois et demi. Le général Cotte a souhaité bonne chance à un détachement de 400 soldats qui lui rendaient les honneurs. Dès demain, la force ONU passera sous le commandement d'un autre général français, Bertrand de Laprelle. À Washington, le président Clinton a annoncé aujourd'hui sa décision de prolonger le moratoire sur les essais nucléaires américains jusqu'en septembre 1995, décision qualifiée de positive à l'Élysée. À Detroit, aux États-Unis, suite de la réunion du G7, le groupe des 7 pays les plus riches du monde, consacré, vous le savez, à l'emploi, un accord entre les 7 s'est dégagé sur les principes à retenir pour lutter contre le chômage, mais les remèdes à prendre n'ont pas tous fait l'unanimité. Commentaire de notre envoyé spécial, Philippe Sassier. La conférence de Détroit n'a pas débouché sur un plan mondial pour l'emploi comme certains l'avaient annoncé un peu vite. Les 2 jours de discussion ont quand même permis des rapprochements. Ils ont également souligné les différences. Ainsi, la France, l'Italie et le Canada défendent l'idée d'une clause sociale dans les échanges internationaux, c'est-à-dire de refuser de commercer avec des pays qui font travailler des enfants ou des prisonniers, par exemple. Pour d'autres pays, le commerce se passe avant ce genre de préoccupation, mais plusieurs idées ont été creusées à Détroit. 4 idées fortes. 1, l'allègement du coût du travail, notamment sur les bas salaires, et certains vont au-delà des charges qui pèsent sur le salaire. 2, la formation, sous toutes ses formes, mais l'accompagnement du jeune dans l'entreprise.
3, l'assouplissement de l'organisation du travail au bénéfice de l'entreprise, mais aussi des salariés, tant choisis. Et 4, une approche dynamique du traitement du chômage. Vous retrouvez là des dispositions qui, à la lettre et dans l'esprit, se trouvent dans la loi quinquennale. Les 7 sont également d'accord pour refuser de fermer les frontières ou bien de freiner le progrès technologique au nom de la défense des emplois. En juillet, au sommet des chefs d'État et de gouvernement à Naples, l'emploi sera également au menu des discussions. À 2 jours de l'ouverture du procès de Paul Touvier, l'avocat de l'ancien milicien a saisi la chancellerie en vue de faire citer comme témoin Édouard Balladur. L'actuel Premier ministre était en effet secrétaire général adjoint de l'Élysée lorsque Georges Pompidou a décidé de gracier Paul Touvier en novembre 71. Grâce particulièrement discrète à l'époque. C'est le journaliste de l'Express, Jacques de Rogy, qui avait levé le lièvre en localisant Paul Touvier à Chambéry. Un scoop, comme l'on dit, qui allait relancer toute la procédure. Reportage Dominique Verdeillan, François Granier. Comment faire sortir le loup du bois, c'est la question que se pose Jacques de Rogy quand il pénètre en mars 72 à Chambéry. Le loup, c'est Touvier, dont le journaliste a appris l'existence alors qu'il enquêtait sur Barbie. Hasard ou chance, de Rogy croise alors le chemin d'un résistant. Et me dit-il, on sait que non seulement il est vivant, parce qu'on croyait mort à la Libération, mais il peut retourner sur le lieu de ce crime car il vient de faire l'objet d'une grâce des peines accessoires qui restaient attachées à la peine principale, avec laquelle était prescrite la peine de mort pour intelligence avec l'ennemi, prescrite depuis 67. Après 4 mois d'investigation, Jacques de Rogy va être en possession de l'adresse du milicien, 3 chemins des Charmettes à Chambéry. Oui, c'est là, chemin des Charmettes. Le filet se resserre. De Rogy réussit là où la police et la justice ont échoué durant 2 décennies. 22 ans plus tard, le journaliste retourne sur les lieux de son scoop. Voilà un fameux portail. C'est ça, exactement, la maison se trouvait là. De la maison de Chambéry, il ne reste aujourd'hui que des grilles rouillées. La villa, elle, a été pillée peu après la fuite de Touvier et rasée il y a quelques années. Après 48 heures de planque, le lièvre n'étant pas sorti de son terrier, Jacques de Rogy et son photographe lui font livrer 7 glaïeuls rouges. Sur un Bristol, une dédicace en forme d'accusation, avec le meilleur souvenir de Klaus Barbie. Les volets s'ouvrent et apparaît vraiment la tête d'un ermite patibulaire en robe de chambre qui regarde à droite à gauche, qui ne doit pas comprendre ce qui se passe. Je crois qu'il était prévenu à ce moment par les renseignements généraux, peut-être après mon passage, quelques jours, mais juste avant l'apparition de l'article d'Express, qui allait avoir quelque chose sur lui dans la presse. Et donc il a pris ses précautions et il a disparu dès le lendemain avec sa femme et ses 2 enfants. Témoignage de cette traque, cette photo publiée par l'Express. Pour de nombreux juifs, Touvier, qui était devenu un fantôme, a retrouvé un visage. Mais alors que le milicien est retourné dans la clandestinité, le président Pompidou est obligé de justifier la grâce. Allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entretuaient? Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. Dernière question, messieurs, et nous passons à la politique étrangère. Finalement, cette grâce complaisante pour lui, pour uniquement l'histoire de l'interdiction de séjour, de la confiscation des biens, finalement, va totalement se retourner contre lui, puisque ça va créer une affaire qui, en fait, n'existait pas. Il n'y avait pas d'affaire Touvier. 6 ans de bataille juridique, 12 ans d'instruction, 1 mois de procès, Touvier piégé par la presse, Touvier rattrapé par l'histoire, Touvier sortant de l'ombre, pour un rendez-vous avec la justice fixé depuis 50 ans. En marge de ce procès, Gérard Leclerc recevra demain matin à 7h50 dans Les 4 vérités l'historien François Bédarida, l'auteur du livre « La France des années noires ». Au procès d'Elisabeth Kongsboesboul devant la cour d'assises de Paris, c'est la charcutière de l'accusé qui a été aujourd'hui la vedette de l'audience. Son échoppe servait en effet de cabine pour échapper aux écoutes téléphoniques. Compte rendu d'audience, Caroline Laudrin, Dominique Bonnet. La charcuterie de Jocelyne Brion a été pendant plusieurs années la cabine téléphonique de Madame Cons. À cette époque, quelques jours après la mort de Jacques Perrot, elle sait son téléphone sur écoute et utilise celui de sa charcutière. Jocelyne Brion aurait probablement préféré ne jamais avoir Madame Cons comme cliente. Ça faisait des années que je la connaissais, dit-elle, quand elle m'a demandé de lui rendre service, j'ai pas vu le mal. Elle se prête au jeu des messages téléphoniques entre Robert et Marguerite, nom de code de Bruno Dassac et Marie-Elisabeth Cons, jusqu'au jour où elle est convoquée à la police. Elle panique, elle jure et elle rejure même de dire toute la vérité.
Aujourd'hui encore, alors qu'elle est à la barre, les jambes lui manquent. Elle doit s'asseoir, boire un verre d'eau pour continuer de témoigner. J'avoue que j'ai été naïve, dit-elle, très naïve même. Et lorsque l'avocat général lui demande s'il n'existait pas un code entre elle et Madame Cons, il cite une conversation au message laconique « Votre crème sera prête avant 4 heures » et Madame Cons de venir au secours de sa charcutière et d'expliquer qu'elle avait commandé de la crème renversée pour le dîner. Marie-Elisabeth Cons a réponse à tout. Lorsque le président lui demande plus d'explications, elle se perd dans les détails et entraîne avec elle son auditoire. Les écoutes du téléphone de la charcutière sont à l'époque une mine pour les inspecteurs. C'est par elles qu'ils apprennent l'existence du mystérieux Robert, alias Bruno Dassac, et qu'ils font le lien 3 ans plus tard avec l'homme retrouvé mort dans le port du Havre. Mais même si ces conversations téléphoniques parlent beaucoup, elles ne racontent pas que Bruno Dassac a joué un rôle dans la mort de Jacques Perrot. Nouveau coup dur pour le gouvernement conservateur britannique qui tente, vous le savez, de remettre les valeurs morales à l'honneur. Le chef d'état-major a en effet présenté hier sa démission après l'apparition dans la presse dominicale des détails de ses ébats intimes avec une dame qui était alors l'épouse de son supérieur hiérarchique, le ministre de la Défense. Le pire, c'est que la dame a vendu très cher ses révélations à la presse et que l'ancien ministre n'a pas hésité, lui non plus, à monnayer sa version des faits. Commentaire shocking signé Christian Marimono. Méfiez-vous des blondes, rappelle aujourd'hui la presse britannique. Pour avoir oublié ce sage conseil, le chef d'état-major des armées, Sir Peter Harding, a dû démissionner. Sa maîtresse, durant 3 années, a vendu leur liaison amoureuse au News of the World pour la coquette somme de 1,5 million de francs. La sulfureuse espagnole, Bienvenida Pérez Blanco, 32 ans, ne s'intéresse qu'aux hommes riches et puissants. Son ancien mari, Sir Anthony Buck, ministre de la Marine en retraite, l'a appris à ses dépens. Leur mariage a été de courte durée. Je suis profondément amer par toutes ces choses qui sont arrivées, par la trahison de ma femme et par le comportement de Harding. Machiavélique, elle avait alerté un photographe de sa présence dans un grand hôtel de Londres avec son beau général. Clic-clac, terminé la carrière du brillant chef d'état-major de Sa Majesté. Imprêté pour un rendu, le mari trompé a vendu sa version des faits au Sun, premier quotidien populaire. Il révèle qu'il n'était pas dupe, elle avait d'autres amants. L'armée britannique ne badine pas avec les histoires d'alcôve. En présentant sa démission, le chef d'état-major, marié et père de 4 enfants, a sauvé l'honneur de l'armée. Après la classe politique, ce sont les militaires qui sont concernés par des affaires d'adultère. Mais pour la première fois, la démission a été rapide. Le message est clair de la part du Premier ministre John Major. Fini la vie dissipée des responsables qui perturbent le travail du gouvernement. Sport toujours, en quart de finale du championnat d'Europe de basketball, Limoges en jaune s'est incliné tout à l'heure dans le match retour qui l'opposait aux Grecs du Panathinaikos, j'y arriverai pas, en vert, 59 points à 48. Et Limoges s'étant imposé en match aller, cela nous fait donc une victoire partout et l'obligation de jouer un 3e match jeudi, toujours en Grèce, pour savoir si Limoges, champion d'Europe en titre, je vous le rappelle, participera ou non à la poule finale. En football cette fois et en match retour de la Ligue des Champions, des Turcs assoiffés de revanche attendent les Monégasques. Vainqueurs 3-0 en match aller au stade Louis II à Monaco. Une défaite très mal digérée par les supporters turcs qui sont, dit-on, les plus chauds d'Europe. Reportage de notre envoyé spécial Thierry Clopo. L'aéroport, tohu-bohu et premier choc pour l'AS Monaco. Les joueurs sont chahutés par une bande de supporters de Galatasaray. Ici, à Istanbul, c'est une règle d'or. L'équipe adverse est prise à la gorge dès son arrivée à l'aéroport. Au stade Ali Sami Yen, c'est l'enfer. Dans le chaudron rouge, comme on l'appelle ici, plus d'une grande équipe a été mise KO. La dernière en date s'appelle Manchester United. Eric Cantona n'y avait vu que du feu. C'est vrai, en Turquie, le football, on a ça dans le sang. Les supporters ont la fièvre, mais on ne veut surtout pas être traité de hooligan. À Galatasaray, contrairement à ce que croient les étrangers, le hooliganisme c'est impossible. On n'est pas dans les tribunes pour se battre comme en Angleterre. Ici on est fair play, il n'y a pas de bagarre. Pas de bagarre, mais les pétards, on aime ça. Le club de Galatasaray, invaincu depuis 12 ans en Coupe d'Europe, est le premier hit parade des amendes de l'UEFA. Les tout petits dans la rue se préparent déjà avec attention au match de demain. Attention aux oreilles. Un match qui sera placé sous haute protection. À Istanbul, on ne badine pas avec la sécurité. Il y avait 2500 policiers pour le derby contre Fenerbahçe dimanche dernier. Demain, ils seront 5000. Monaco n'a rien à craindre pour sa sécurité. La ferveur du public turc ne fait pas frémir d'ailleurs outre mesure les Monégasques. Le public, quand il est nombreux
est bruyant et vous pousse à aller plus haut quand vous n'avez plus envie d'aller plus haut et vous pousse à courir plus vite quand vous n'avez plus tellement envie de courir. Je crois que c'est important. Maintenant, on a pas mal d'expérience de ce genre d'épreuve, donc même si les Turcs auront des forces décuplées, on répondra présent. Pour Galatasaray, ce match est une question de vie ou de mort. Une défaite ici signifierait tout simplement un véritable deuil national. Les Turcs pourraient dire adieu alors à la Coupe d'Europe des clubs champions. Pour Monaco, en revanche, une victoire ici, sur les rives du Bosphore, signifierait tout simplement et à coup sûr une qualification pour ces fameuses demi-finales. Galatasaray, AS Monaco, demain soir, un match décidément sous haute tension. Et puis cette toute dernière information sportive, Prost raccroche définitivement le volant. Le quadruple champion du monde des conducteurs en effet confirmé tout à l'heure qu'il ne participerait pas au championnat du monde de Formule 1 cette saison avec l'équipe McLaren Peugeot. Je voudrais tout simplement dédier ce journal à notre ami Roger Gomez qui a réalisé si souvent cette édition de 20h et qui vient de nous quitter. Passionné par son métier, trop peut-être puisqu'il a été foudroyé par une crise cardiaque à l'âge de 52 ans. Roger Gomez était toujours volontaire pour réaliser les opérations spéciales, la dernière en date lors de notre édition sur l'expiration de l'ultimatum de l'OTAN en Bosnie. Roger Gomez était également le réalisateur attitré d'Envoyé spécial depuis la création de ce magazine. Par sa décontraction, par sa gentillesse, par son humour et son professionnalisme, Roger savait effacer le stress en toutes circonstances et ce soir, nous ressentons tous un très très grand vide. Salut Roger. Je vous souhaite tout de même une très bonne soirée. Je vous recommande particulièrement ce soir à 22h50 le magazine Bas les masques de Mireille Dumas, le magazine consacré ce soir au malaise, pour ne pas dire plus, des marins pêcheurs, intitulé Le cœur à marée basse. Vers minuit 10, vous retrouverez le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Dans un instant, la météo, signée ce soir Laurent Romeshko. Rendez-vous demain 20h. Merci. Bonne soirée.